Merci encore Virginie Geron d'être avec nous. Je voulais absolument revenir avec vous sur ce sujet, sur cette décision qui a pas fait tant de bruit que ça, encore une fois. Hein. La Cour de justice de l'Union européenne, décision du 14 mai. Là, selon elle, la décision, donc l'ancienne décision de la Commission européenne qui refusait à une journaliste du New York Times, c'est cette journaliste qui avait fait une demande d'accès aux messages échangés entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et le PDG de Pfizer, cette décision de la Commission a été annulée. Et quels sont les éléments, les éléments de décision de cette Cour de justice de l'Union européenne? Je vais vous lire quelques extraits avant de vous donner la parole, parce que c'est important, ouais, c'est très justifié. Donc il rappelle d'abord le procédé. Donc le tribunal rappelle que le règlement relatif à l'accès aux documents vise à donner le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions, ce qui semble assez classique. Donc normalement, on a le droit d'avoir accès aux documents. Donc ainsi, en règle générale, dit-il, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Bon, sauf que si une institution affirme que un document n'existe pas, l'inexistence du document est présumée. Donc c'est quand même, il y a un retour de la preuve, la présomption est renversée et donc c'est au demandeur de donner des éléments pour montrer qu'il y a bien eu existence d'un tel document. Mais c'est le cas, c'est ce qui a été fait par cette journaliste du New York Times et donc elle dit ici les plaignants, les demandeurs ont réussi à renverser la présomption de non-existence et de non-possession des documents demandés. Et là on arrive sur la conclusion. La Commission ne peut pas se contenter d'affirmer qu'elle ne détient pas les documents demandés, mais doit, elle, présenter des explications crédibles permettant au public et au tribunal de comprendre pourquoi ces documents sont introuvables. C'est quand même une bonne question. Elle dit aussi, pourtant, cette commission, elle le met en gras, n'a pas fourni d'explications plausibles pour justifier la non-possession des documents demandés. Et enfin, dit-elle, la commission n'a pas expliqué non plus de manière plausible pourquoi elle aurait estimé que les messages textes échangés dans le cadre de l'achat de vaccins contre la Covid-19 ne contenaient pas, ah oui, ça c'est quand même le meilleur, d'informations substantielles ou nécessitant un suivi dans la conservation doit être assuré. C'est-à-dire la commission a quand même expliqué que ces SMS, bon, n'existent pas, mais qu'en plus, ils n'auraient pas de valeur intéressante, en gros, puisque, bon, ce n'est que, finalement, un contrat de je ne sais combien de milliers d'euros. Milliards, entre Albert Bourla, le président de Pfizer, et la présidente de la Commission. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, c'était la réponse de la Commission, et donc, elle est également retoquée sur ça. Virginie Geron, évidemment, c'est vous qui avez peut-être le plus suivi ces dossiers au Parlement européen. Alors, qu'est-ce que ça va changer et comment vous réagissez à cette décision? C'est une première victoire. Une première victoire parce que c'est une stratégie, c'est ce que nous avons vu depuis le début. Quand j'ai pris le dossier en main en 2021, effectivement, on a eu connaissance de cette demande du New York Times qui avait finalement les SMS. C'est ça que nous apprenons aujourd'hui. C'est que finalement, depuis le début, ils avaient les SMS. Sinon, ils n'auraient pas fait ce recours, ils ne se seraient pas acharnés. Donc nous, pendant tout ce temps-là, en commission, on a fait cette demande auprès de la commission. On a demandé une audition de Mme van der Leyen, elle n'est pas venue. On a eu l'audition avec Pfizer, on a posé ces questions. Ils nous ont dit oui, mais en gros, les SMS, c'est normal parce qu'il y avait urgence et donc il fallait faire vite. Donc on avait déjà un début de réponse. Et suite à ça, nous avons eu aussi des rapports. Le rapport de la Cour des comptes qui a conforté nos suspicions sur ces SMS échangés entre Mme van der Leyen et Bourla. C'est-à-dire que c'est quand même des contrats énormes avec Pfizer. C'est celui qui a remporté le plus gros contrat. Je rappelle, c'est 1,8 milliard de doses pour 35 milliards d'euros. Au total, il faut savoir... Pour l'Europe. Et il faut savoir qu'au total, c'est 4,6 milliards de doses pour 71 milliards d'euros. Dans les 71 milliards d'euros, il y a ces 35, plus il y avait déjà eu des négociations pour 600 millions de doses. Donc en fait, au total, Pfizer, c'est 2,4 milliards de doses. Ce n'est pas anodin. Qui nous engage jusqu'en 2027. Parce que ce que j'ai vu aussi, et ça on n'en parle pas, c'est pour ça que c'est un dossier qui est toujours sur la table et que je suis. Et d'ailleurs, cette victoire, il va falloir qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que, oui, on va vous demander qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte. Alors maintenant, ça veut dire que, les SMS existent. Parce que nous, pendant 3 ans, c'était non, pas de SMS, rien à voir. Et puis de toute façon, vous l'avez dit, apparemment, c'était juste des SMS de courtoisie. Non. On veut savoir si c'était que des SMS de courtoisie. On veut savoir ce qu'il y a dedans, puisqu'ils existent. Donc j'ai saisi de nouveau le procureur européen. Pour le coup, on va voir ce qu'elle va nous répondre, puisqu'elle n'a toujours pas conclu. Vous savez que... Oui, la fameuse enquête. La fameuse enquête du procureur européen, qui est Mme Kövesi, donc roumaine, honneur à ce pays, encore une fois.
Donc ce dossier était sur la table. On a posé plusieurs fois la question à l'OLAF, qui est aussi un organisme de lutte antifraude. Pareil, pas de son, pas d'image, j'arrive pas à répondre. Sur d'autres dossiers, ils sont très actifs. Et puis pour celui-là, ça traîne des pattes. Donc on va voir s'ils vont encore traîner les pattes. Parce que ce sujet est important. Parce que, comme vous l'avez dit, ça représente aussi une valeur que la Commission met toujours en avant. La transparence, la bonne administration. Or là, c'est le cas typique de tout l'inverse. Ah bah opacité, suspicion de conflit d'intérêts, copinage, mauvaise administration. En fait, moi, une fois, j'ai dit, est-ce que vous ne pensez pas finalement, avec une commande aussi énorme, parce qu'on voit bien, on était déjà 450 millions de citoyens, ça faisait 10 doses par personne. Aujourd'hui, même avec un grand renfort, ils n'arrivent pas à écouler tout stock. Et je vais reparler du stock parce que ça aussi, c'est un autre scandale. Donc j'avais posé la question, est-ce que c'est pas finalement une espèce de détournement d'argent public en surcommandant, et pour après finalement jeter ces doses, parce que c'est ça aujourd'hui, on jette les doses. Et en plus, et quand je dis qu'on est engagé jusqu'en 2027, moi j'ai vu en audition à huis clos, où je dois laisser mon téléphone dehors, je dois même pas en parler, je dois signer un papier pour ne rien dire, il y a eu des négociations, ça c'est l'agence de l'ERA qui l'a dit, entre l'agence de l'ERA, c'est encore un comité bidule pour faire les négociations avec certains commerciaux et certaines industries. Et donc, ils nous disaient, avec Pfizer, ils ont négocié l'annulation de la dose. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit, 2,4 milliards de doses, plus personne n'en veut. Ah oui. Mais on en fait quoi? On fait quoi des stocks? On fait quoi des stocks? Donc ils avaient négocié, alors en plus, quand on voit dans les échanges de SMS, qu'on n'a pas mais qu'on subodore, c'est-à-dire que la nouvelle négociation de ce contrat, de 15,50 € la dose, on est passé à 19,50 € la dose. Et donc, pour annuler ces 19,50 € la dose, ce qu'a négocié la Commission, c'est de l'annuler à 10 €. C'est-à-dire, on ne veut plus votre dose, mais on vous donne 10 balles. 10 €, pardon. Donc, c'est ça un peu le gros scandale. Pour, je rappelle, 2,4 milliards de doses. Faites vos comptes. Et cet argent, c'est le vôtre. Ouais. C'est le nôtre. Et cet argent, je pense qu'il serait mieux destiné à d'autres utilisations, comme l'investissement auprès des agriculteurs. On voit que la PAC, le budget de la PAC descend. Donc en fait, l'argent, comme on l'a dit, c'est le nôtre. Et c'est un scandale parce que, voilà, il y a deux angles de voir ce scandale. Un, ce surcommande qui est pour moi un détournement de fonds publics. Et cette volonté de faire la leçon à tous les autres États. On l'a vu en Pologne, on le voit en Hongrie, on le voit même en Roumanie, où on leur dit qu'il faut respecter l'état de droit, qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut respecter les valeurs de l'Union européenne. Moi, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est quelle valeur de l'Union européenne? Si c'est les valeurs d'Ursula von der Leyen, on est mal. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est copinage, conflit d'intérêts. On le voit que c'est effectivement c'est ce qui est en train de se dessiner. Parce que moi, il y a ce scandale qui est en avant. Et vous avez raison, il faut le mettre en avant, il faut en parler. Mais j'en ai vu d'autres. J'ai vu l'affaire du Remdesivir. C'est pareil. En pleine crise, ils ont acheté la commission pour 1 milliard de traitements. Mais pareil, personne ne l'a utilisé. Un autre scandale, et je l'ai rappelé cette semaine, parce qu'à chaque fois je suis en audition, je profite de voir ces gens, ces commissaires qui veulent bien nous voir pour poser des questions. Alors, c'est vrai que je pose des questions, mais souvent ils ne répondent pas. Et l'autre sujet, je l'ai remis sur la table, c'est le laboratoire CureVac. On n'en parle pas assez. Le laboratoire CureVac, c'est un laboratoire allemand, cofinancé par l'État allemand. Et Madame von der Leyen a tout de suite octroyé un prêt de 75 millions d'euros sans que ce laboratoire soit enregistré au registre de transparence. Et ce laboratoire, une fois qu'il a eu ces 75 millions d'euros, s'est enlevé pour la course des vaccins. Et donc la question, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces 75 millions d'euros? On va négocier avec eux. On va négocier avec eux. C'est ça la réponse. Vous vous rendez compte? Bon, voilà, donc c'est un scandale parmi tant d'autres. Celui-là, on le suit parce que voilà, les chiffres sont énormes. Il y a eu aussi cette volonté, cette stratégie vaccinale qui a eu quand même un impact sur le moral des gens, sur la vie des gens. Oui. Donc c'est pour cette raison aussi que je continue à vouloir avoir la vérité, parce que tout le monde doit avoir la vérité sur ce dossier. Et puis après, j'ai envie de dire... Et puis il y a la vérité, mais il y a la responsabilité. C'est ça, alors la responsabilité aussi. Parce que dans ces contrats qu'on n'a pas vus, parce qu'on a eu accès, mais ils étaient tous cachés, c'est la question de la responsabilité des laboratoires. Et puis de celle qui a signé. Alors, effectivement, donc là, j'attends que le procureur demande au New York Times et à cette journaliste qu'elle donne ses SMS. On veut voir ce qu'elle donne. Et en fonction de ça, effectivement, il faudra aller plus loin et condamner Mme von der Leyen s'il y a eu conflit d'intérêts. Donc là, maintenant, la suite, c'est qu'on doit attendre que la procureure s'autosaisisse. Mais est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle n'est pas bridée de partout?
Alors ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai déjà fait la semaine dernière, puisque j'ai eu en audition à huis clos un représentant de l'EPPO, donc c'est du bureau des procureurs européens. J'ai déjà posé la question. Et donc, effectivement, ils ne posent pas, ils ne répondent pas. Mais c'est pas grave, on a les vidéos. Alors là, c'était à huis clos, mais j'aurai d'autres occasions. Et j'invite effectivement tous ceux qui luttent pour la transparence et qui veulent une justice, eh bien, à faire la même chose. C'est-à-dire, il y a un site internet où on peut avoir accès et saisir pour reporter des crimes, eh bien, chaque citoyen peut le faire. Et puis, je vois qu'il y a d'autres systèmes comme la pétition. Et puis, j'ai envie de dire, et vous l'avez rappelé, la démocratie, c'est important parce que c'est un rendez-vous aussi avec ceux qui estiment que le bilan est mauvais de certains politiques. Effectivement, Mme von der Leyen n'a pas été votée par les citoyens directement, mais par leurs représentants qu'ils ont mis en place. Les 720 députés, on a bien vu qui avait voté pour von der Leyen. Manon Aubry a voté pour Mme von der Leyen. Il faut arrêter de se cacher. Donc tous ceux-là que je vois en France, tous ceux qui disent oui, LFI, c'est l'opposition de Macron. Non. Non, parce que ceux-là, ils ont vanté Mme von der Leyen qui est main dans la main avec Emmanuel Macron. Ouais. Donc eux aussi, ils ont des responsabilités. Et j'en reviens pour les responsabilités des laboratoires, parce que ça aussi, c'est un autre sujet qui est sur la table, c'est qui va payer les effets secondaires. Ouais, oui. Qui va payer... Normalement, il me semble que dans les contrats, c'était marqué que justement, il n'était pas... Bah oui, c'est ça. Effectivement. Il n'était pas responsable des effets secondaires. C'est pour ça que cette raison... Il avait négocié. Exactement. Donc là aussi, toute cette négociation dans le secret, c'est ce favoritisme, ce clientélisme, ou l'irresponsabilité de laboratoire pour des produits quand même qui ont eu des effets nocifs pour certaines personnes, eh bien effectivement, il va falloir que les gens, certains payent. Et j'attends effectivement de pied ferme que Mme Kövesi fasse son travail. Et bon voilà, on a encore 4 années de mandat, donc c'est ce que nous ferons avec mes collègues, poser ces questions, obtenir des réponses. Et vous voyez, on a tenu. Et c'est bien parce que on n'y croyait plus. C'est vrai que ce dossier était un peu au ralenti. On a vu effectivement que Mme von der Leyen était de nouveau reconduite. Et on le voit. Certains disent oui, mais bon, vous faites, ça n'avance pas. À chaque amendement qu'on dépose, c'est du travail, mais ça nous donne des réponses. Et ça nous permet effectivement de voir et pour éclairer certains citoyens qui pensent que leurs députés ne font rien, et surtout le double discours. Je vous rappelle l'exemple de Manon Aubry qui tient vraiment un double discours au Parlement européen et au niveau du national, qui dit prétendre les libertés des citoyens, elle ne le fait pas du tout au Parlement européen. Et puis il y en a d'autres, bon, les Renew, Macron, les Loiseaux, ça on le sait, mais les Verts, les écologistes, c'est pareil, main dans la main. Ils sont main dans la main, ils ne demandent pas la transparence des contrats, ils ne demandent pas l'accès aux SMS, tous ces gens-là. Donc moi, c'est pour ça que on continue ce travail, on dépose des amendements pour obtenir leur position, pour dire aux citoyens, demain quand vous allez voter, rappelez-vous qui a fait quoi. C'est vrai que là, on voit vraiment que les laboratoires ont réussi, Pfizer a réussi à négocier et à avoir le beurre, l'argent du beurre, puisqu'ils n'ont même pas la négociation. Et puis, on va dire le coup, voilà, le bon mandat et le bon coup qu'a fait Ursula von der Leyen pour ne pas être vulgaire. Merci beaucoup, Virginie Geron. Bonjour à tous. Et oui, l'Union européenne et Macron en particulier n'ont pas pu s'empêcher. Ça a tripatouillé sur le second tour de l'élection présidentielle roumaine, c'était ce 18 mai. On avait alerté et voilà ce qui s'est produit. Les enjeux sont là, stratégiques. On va voir les enseignements de ce tripatouillage. Comment ça s'est produit? Des noms ont été balancés, je vais tout vous dire. Est-ce que ça veut dire que demain, il faut donc baisser les bras en disant ils sont trop forts pour nous? Mais ça, c'est ce que veut le système. C'est le piège du système. Mais non, le système est obligé de se dévoiler, de tomber le masque, de mettre les mains dedans. Parce que la pression populaire pour une vraie révolution est de plus en plus forte. Ils sont obligés de faire des choses qu'ils n'étaient pas obligés de faire il y a 5 ans ou 10 ans. Quand un système se révèle tel qu'il est pour se maintenir, c'est qu'il est au bord de sa fin. Roumanie, que s'est-il passé? Je rappelle quand même le passif de cette élection présidentielle, je la remets en contexte. Il y avait une première présidentielle qui avait été annulée 2 jours avant le second tour. C'est-à-dire annulation le 6 décembre, sous pression de l'Union européenne par la Cour constitutionnelle roumaine. Călin Georgescu, qui avait dans son programme la sortie de la Roumanie de l'Union européenne, de l'OMS et de l'OTAN, devait gagner, il y avait 58% dans les sondages. Il a été donc retiré du scrutin, puis arrêté en pleine voiture par la police roumaine le 26 février dernier, et interdit par la justice roumaine, sous pression, on a fait beaucoup de vidéos là-dessus, d'être candidat. On en arrivait donc à la 2e élection présidentielle roumaine, premier tour 4 mai, second tour ce 18 mai. Au premier tour, George Simion, soutenu par Georgescu, qui était moins
on va dire pur idéologiquement, on l'a jamais caché sur cette chaîne, mais il aurait nommé Georgescu Premier ministre. Donc ça, c'était très, très, très intéressant. Mais Simion, au premier tour, il avait fait un carton largement en tête. Il avait eu 41% des voix. Et il se retrouvait au second tour face à Nicuzor Dan, le maire de Bucarest, la capitale de Roumanie, qui avait fait que 20% au premier tour. Donc Simion avait 5 millions de voix d'avance à l'issue du premier tour. Et au second tour, donc voilà, on a vu les images du vote, 18 mai, Georgescu est allé voter comme au premier tour à côté de Simion, en soutien. Et il y a eu, les heures juste avant le second tour, des ingérences en pagaille. Macron notamment avait déclaré depuis le sommet de la communauté politique européenne en Albanie le 16 mai ceci, je cite, « Nous voyons à travers nos élections, la Roumanie le vit en ce moment », avait-il précisé, que nous avons très clairement des menaces. Il parlait d'ingérences étrangères. Il avait ciblé la Roumanie 2 jours avant le scrutin. Son eurodéputé macroniste, qui était tête de liste aux dernières européennes pour la Macronie, Valérie Hayé, avait déclaré sur France Info ce 10 mai, je cite, « On va tout faire sur le terrain pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen. » Donc, c'est-à-dire Nicuzor Dan. Elle a même dit, je cite, Valérie Hayé, « Je vais soutenir le candidat centriste pro-européen en organisant des réunions dans tous les pays, en France aussi, notamment pour appeler la diaspora roumaine en France à participer à cette élection et à continuer à construire le projet européen qui est le leur et qui leur permet de vivre en France avec autant d'opportunités économiques, sociales ou culturelles. » Valérie Hayé. Faire sur le terrain et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains qu'ils soient en Roumanie. Si. Ça ne s'appelle pas ça, elle fait des meetings carrément. Ça s'appelle le vote de la diaspora, il est très important dans l'élection roumaine, parce qu'il y a une forte diaspora. Ça ne s'appelle pas de l'ingérence, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et le choc. Révélation l'après-midi même du scrutin du second tour, donc le 18 mai, le patron, mais sur tous ses réseaux sociaux de Telegram, le PDG de Telegram, Pavel Durov, écrit ce message, ce premier message. Un gouvernement d'Europe occidentale, devinez lequel, et là il met un petit symbole de baguette de pain, donc on a deviné que c'était la France, a contacté Telegram pour lui demander de faire taire les voix conservatrices souverainistes en Roumanie avant l'élection présidentielle d'aujourd'hui. J'ai refusé catégoriquement. Telegram ne restreindra pas les libertés des utilisateurs roumains et ne bloquera pas leurs canaux politiques. On ne peut pas défendre la démocratie, entre guillemets, en détruisant la démocratie. On ne peut pas lutter contre l'ingérence électorale en interférant avant les élections. Soit vous avez la liberté d'expression et des élections équitables, soit vous ne les avez pas et le peuple roumain mérite les deux. Donc là, il balance Macron. D'ailleurs, à tel point que sur X, ce 18 mai, dans la foulée, le ministère français des Affaires étrangères a dû faire un démenti en parlant d'allégations infondées. Mais ensuite, renouveau message du patron de Telegram, qui cette fois donne un nom, le patron de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, les services d'enseignement d'espionnage français. Je cite, donc Pavel Durov, il l'a mis notamment sur X partout. Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, donc à Paris, Nicolas Lerner, chef des services des renseignements français, DGSE, il en est le patron depuis 2024, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. Avec une petite ironie à la fin assez amusante. En tout cas, il balance. Il donne même un nom. Ça, c'est gravissime. Ça s'appelle un scandale d'État, hein, une affaire d'État. Hein. D'espionnage français. Je cite, donc Pavel Durov. Il l'a mis notamment sur X partout. Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, donc à Paris, Nicolas Lerner, chef des services des renseignements français, DGSE, il en est le patron depuis 2024, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. Avec une petite ironie à la fin assez amusante. En tout cas, il balance. Il donne même un nom. Ça, c'est gravissime. Ça s'appelle un scandale d'État, hein, une affaire d'État. Hein. La DGSE. Alors, vous avez vu cette soirée électorale le 18 mai, peut-être que vous avez suivi. Eh bien, il se trouve que sur 22% des voix, vous aviez Simion qui gagnait à plus de 52% des voix en direct,
Puis d'un coup, un renversement brutal et finit en perdant à 54% contre donc son adversaire 54 et lui 46%. Même l'AFP, dans un tweet ce 18 mai au soir, a noté le renversement brutal en écrivant, je cite l'AFP, l'agence France-Presse. Roumanie, le maire pro-européen de Bucarest, Nicu Zordian, a remporté le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, selon des résultats quasi définitifs, dans un retournement de situation spectaculaire. Retournement. Ça m'a rappelé un peu 2020 aux États-Unis. Retournement de situation spectaculaire. Alors, vous avez eu, c'est vraiment tout le système euro-mondialiste qui s'est mobilisé parce que c'est vrai que depuis longtemps, on avait les soutiens de Georgescu et Simion avaient noté qu'il y avait beaucoup d'électeurs morts inscrits en Roumanie, qu'il y a eu des problèmes de manque, de pénurie de bulletins de vote pour une partie de la diaspora. Et puis vous avez même la Moldavie qui est intervenue, puisque la présidente de Moldavie, Maia Sandu, qui est très liée au système OTAN, l'Union européenne, a elle-même voté, parce que comme beaucoup de Moldaves, elle a la double nationalité, elle a voté évidemment contre Simion, et elle a appelé toute la diaspora de Moldavie à voter. Il y a eu des résultats bizarres en Moldavie, mais ce sont beaucoup de voix, tout ça, ça représente du monde. Donc, mais la Moldavie, c'est pas la Moldavie, c'est la Moldavie comme pièce du puzzle euro-mondialiste, parce que c'est un pays complètement sous emprise. Alors, on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que ça montre tout ça? D'abord, on n'est pas hyper surpris. Si vous avez vu ma vidéo récente sur l'hystérie politico-médiatique, y compris dans les médias en France, à l'approche de cette élection roumaine, vous avez compris. Quand même, sur le fond, ils ont mis le paquet. Georgescu annulé, puis maintenant, même Simion, qui était quand même moins dangereux pour l'oligarchie que Georgescu. Mais moi, je vous avais toujours expliqué, le problème, c'était pas tant Simion, quoiqu'il était mieux que Nicu Zordian, c'est certain, il était quand même plus souverainiste, mais surtout, il allait nommer Georgescu Premier ministre. Alors, ça prouve qu'ils n'ont pas renoncé à leur plan de guerre contre la Russie. Parce que la Roumanie est stratégique, elle a 700 km de frontière avec l'Ukraine et qu'il y aura la première base de l'OTAN là-bas en 2030. Qui a une mission actuellement Aigle de l'OTAN en Roumanie, pilotée par la France, avec 2000 soldats français notamment. Qu'ils n'ont pas renoncé à cela, ils n'ont pas renoncé non plus au fait d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, notamment françaises. Ça, c'est quand même ce que ça veut dire. C'est qu'ils n'ont pas renoncé à ces plans-là et qu'il faut se battre pour la paix. C'est après aussi qu'ils peuvent le faire partout. Ça nous a tout de suite fait penser à cette phrase qu'avait prononcée sur RMC Story en janvier dernier Thierry Breton. Nous l'avons fait en Roumanie, nous pourrons le faire si besoin demain en Allemagne ou dans d'autres pays. Ces méthodes-là maintenant sont éprouvées. Ce sont les méthodes du bouclier démocratique européen, le BDE, le truc qu'ils ont créé. Je vous ai expliqué tout ça.